GBVL News, GBVL News, GBVL News. Bonsoir à vous, chers abonnés de GBVL, et merci pour votre fidélité attestée à votre plateforme d'actualité GBVL de ce jeudi 18 décembre 2025. Info Soir, GBVL, le professionnalisme selon vos attentes pour une vraie information. Notre travail, c'est vous satisfaire et vous tenir bien informés pour un choix responsable. Pour cette édition soir du 18 décembre 2025, 5 dossiers. Premièrement, retrait du M23 de la ville d'Uvira, un retrait conditionné par le déploiement d'une force neutre pour contrôler le cessez-le-feu. L'AFC M23 affirme avoir quitté la ville d'Uvira, acquise par ordre du Rwanda, pour protéger les intérêts de celui-ci. Deuxième dossier, affaire Roger Lumbala, le tribunal français requis 30 ans de prison pour l'accusé. Troisième dossier, conférence, atelier de réflexion sur les violences basées sur les genres. Ce débat scientifique qui a été tenu à l'Institut supérieur pédagogique a voulu sensibiliser la jeunesse étudiante présente sur toute forme de violence physique, morale, psychologique, empêchant le développement intellectuel du leader futur responsable de la société de demain. Et quatrième dossier de cette édition, arrestation d'embuscade d'un grand leader politique, Emmanuel Ramazani, secrétaire permanent du PPRD, qui fait couler encre et salive dans la presse congolaise. Plusieurs voix s'élèvent aussi pour dénoncer un enlèvement à la place d'une interpellation. Récit de GBVL News. Et enfin, le dernier dossier relatif au sport. À 3 jours de l'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations, Cannes 2025, Sébastien Desabre, sélectionneur de l'équipe foot RDC, a dévoilé la liste effective des acteurs ballons congolais retenus. Une ossature présente, réputée par son hargne de toujours vaincre, aller au bout malgré l'adversité dynamique. Cette coalition mêle expérience et jeunesse, une conception rééquilibrée. Commençons par le retrait conditionné de l'AFC M23 dans la ville d'Uvira, un retrait stratégique et volontaire conditionné par le déploiement d'une force neutre pour contrôler le cessez-le-feu. Mes écrits sur le papier concernant le retrait du M23 de la ville d'Uvira, je veux qu'on fasse la différence entre ville d'Uvira et le territoire d'Uvira. La ville d'Uvira est une cité ou une commune urbaine, un chef-lieu, divisé en quartiers, qui a un maire et des services municipaux, tandis que le territoire d'Uvira est une entité administrative plus large, le Sud Kivu, qui englobe la ville et de nombreuses zones rurales, chefferies comme Bavira, Ruzizi et tant d'autres, chefferies et localités. Dirigé au niveau territorial par un administrateur territorial du gouvernement central, sa population est plus élevée par rapport à la ville d'Uvira. Il gère les affaires rurales, l'agriculture, la sécurité locale et le développement global de la province du Sud Kivu. La ville est une agglomération urbaine, tandis que le territoire est une circonscription administrative beaucoup plus vaste. Cette différence a eu sa raison d'être explicative car l'AFC M23 ont confirmé leur retrait que dans la ville d'Uvira. Et alors, si ces Rwandais avaient toujours leur plan historique que nous, Congolais, appelons poison rwandais. Le saviez-vous? Le Rwanda-Urundi était la 7e province du Congo belge et partageait la même monnaie que le Congo. Tout commence à la fin de la Première Guerre mondiale. L'Allemagne vaincue perd toutes ses colonies africaines. Et parmi les gagnants, la Belgique récupère le territoire du Rwanda-Urundi, qui appartenait jusque-là à l'Allemagne. Dès 1925, la Belgique décide de gérer le Rwanda-Urundi comme une province du Congo belge, aux côtés des 6 autres, Léopoldville, Équateur, province orientale, Kivu, Katanga et Kasaï. C'était donc la 7e province avec la même armée, la même monnaie, le même gouverneur général et même la même fête nationale, le 1er juillet.
Mais ce n'est pas tout. Entre 1930 et 1950, la Belgique lance ce qu'on appelle la mission d'immigration Banyarwanda. L'objectif ? Faire venir des Rwandais au Congo, notamment dans le Kivu. Pourquoi ? Pour 2 raisons. 1. Fournir de la main-d'œuvre agricole et minière dans la région. 2. Et désengorger le Rwanda, un pays déjà très peuplé à l'époque. Résultat, plus de 200 000 Rwandais, majoritairement Hutus, seront installés dans le territoire de Masisi, dans l'actuel Nord Kivu. Mais pourquoi aller signer un accord auquel lui-même il n'y croit même pas? Les remous diplomatiques qui ont suivi des négociations assez intenses à Washington. Au cœur de tout ça, la crise sans fin dans l'est de la République démocratique du Congo. Oui, malheureusement. Mais ce qui a vraiment secoué, on peut dire, c'est la réaction, pour le moins directe, presque brutale, du président rwandais Paul Kagame. Ah oui, une sortie assez inattendue dans sa forme, peut-être. C'est ça. Une sortie qui a surpris beaucoup d'observateurs, en tout cas. Alors, notre discussion aujourd'hui, ça va être de décortiquer un peu cette prise de position. D'accord. Qu'est-ce qui se cache derrière ce rejet? Quelles sont les implications réelles? On va s'appuyer pour ça sur des sources qui rapportent assez précisément les propos de Kagame après ses fameux pourparlers. Oui. On va essayer de comprendre ce que ça nous dit de la stratégie rwandaise actuelle, en fait. Ça, au risque de braquer tout le monde. C'est la question. Est-ce que c'est le contenu de l'accord qui est jugé malhonnête? La manière dont ça a été négocié? Ou peut-être les acteurs derrière? Les sources ne détaillent pas forcément ce point précis. C'est toute la question, en effet. La malhonnêteté. Ça peut viser plusieurs choses. Est-ce que Kigali pense que l'accord ne reflète pas la réalité du terrain telle qu'il la voit, ou qu'il ignore ce que le Rwanda considère comme ses intérêts sécuritaires légitimes? Est-ce que c'est une critique envers la RDC, accusée implicitement de pas négocier de bonne foi? Ou même, est-ce que c'est une manière de pointer du doigt les médiateurs? Les Américains, peut-être, vu que ça se passait à Washington? Probablement, oui. Peut-être en suggérant qu'ils ont fait preuve de partialité, ou qu'ils ont tenté d'imposer une solution jugée inacceptable par Kigali. Sans plus de détails de leur part. C'est difficile de trancher. D'accord. Mais la force du mot, elle indique que le désaccord est vraiment profond. Ça touche aux fondations même de la démarche. Et ce rejet, il s'accompagne d'une justification qui est aussi intéressante. Kagame aurait affirmé que le Rwanda a, et là aussi, je cite les éléments rapportés, sa propre manière de vivre et de faire les choses. Ah, cette fameuse manière propre. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, ça, cette manière propre? Alors ça, cette affirmation, elle est vraiment au cœur de la posture rwandaise depuis des années. Mais elle prend une résonance particulière ici. Oui. C'est d'abord, très clairement, une fin de non-recevoir à ce qui est perçu comme une pression extérieure, ou une tentative d'ingérence. C'est dire, ne nous dictez pas notre conduite. D'accord. Surtout sur des sujets qui touchent à notre sécurité ou à notre voisinage immédiat. C'est une revendication très forte d'autonomie. Autonomie stratégique, décisionnelle. Je vois. Mais est-ce que ça va plus loin que ça? Oui, je pense que ça va plus loin. Cette manière propre, ça peut aussi vouloir dire que les modèles de résolution de conflits, les cadres de négociation proposés par la communauté internationale, mais ils sont pas jugés adaptés par Kigali. Pas adaptés à la complexité de la région. Exactement, à la complexité de la situation dans les Grands Lacs. C'est sous-entendre qu'il existe une approche rwandaise spécifique, peut-être plus directe, moins axée sur le compromis tel que l'entendent les diplomaties occidentales par exemple. Pour gérer les menaces perçues, notamment celles qui viennent des groupes armés dans l'est de la RDC. Donc, si je comprends bien, c'est pas juste on n'est pas d'accord avec cet accord précis, c'est plus profond. C'est plutôt on n'est pas d'accord avec la façon dont vous essayez de régler le problème et nous on a notre propre méthode. C'est un peu ça, oui. Ça ressemble presque à une remise en cause du cadre multilatéral pour ce conflit, non? On peut, non négligeable. Logique. Ça peut avoir un coût relationnel. Washington cherche la stabilité et une sortie comme ça, ça va à l'encontre de cet objectif. Oui, on imagine que ça ne doit pas faire très plaisir à l'administration américaine, même si on n'a pas leur réaction officielle pour l'instant. Probablement pas, non. Mais au-delà des États-Unis, il y a aussi la dynamique régionale, j'imagine. Absolument. C'est le deuxième point, la dynamique régionale. Les sources rappellent que les tensions entre Kigali et Kinshasa restent fortes. Rejeter une initiative de paix, même si on la juge imparfaite, ça peut être interprété par certains comme un manque de volonté de trouver une solution négociée. Et donc, ça pourrait, paradoxalement, renforcer la position de la RDC auprès de certains acteurs internationaux.
Ah oui. Comment ça? Mais il pourrait voir Kinshasa comme la partie la plus constructive dans cette affaire à ce moment précis. Ça peut modifier l'équilibre des perceptions, voyez? Je vois. C'est un jeu d'équilibriste assez complexe en fait. D'un côté affirmer sa force, son indépendance, Oui. Et de l'autre risquer de passer pour celui qui bloque tout. C'est exactement ça. Et troisièmement, il y a la pression de la communauté internationale en large. Nos sources indiquent clairement un consensus international en faveur d'une désescalade. Oui. La position de Kagame apparaît donc en décalage, voire en opposition frontale avec cet appel général à l'apaisement. La grande inconnue, c'est de savoir si cette fermeté va consolider sa base, le présenter comme un leader inflexible qui défend les intérêts rwandais contre vents et marées, ou l'inverse, ou si, au contraire, elle va accentuer son isolement sur la scène internationale. Mais est-ce qu'on peut vraiment parler d'isolement? Le Rwanda a souvent joué une carte très singulière sur la scène internationale. C'est vrai. Et ça ne l'a pas toujours affaibli. Au contraire. Certains pourraient même dire que c'est une démonstration de force. Une manière de dire, on est incontournable, et vous devrez faire avec notre vision des choses. C'est une interprétation possible, bien sûr. Et c'est peut-être même le calcul fait à Kigali. C'est-à-dire? L'idée serait que la position stratégique du Rwanda, son rôle militaire régional perçu, son influence dans certains réseaux, sont telles que les partenaires internationaux, même s'ils sont irrités, ne pourront pas se passer de dialoguer avec lui. Un pari sur la réalité politique, en somme. Exactement. Un pari sur la réalité politique. Est-ce qu'on ne s'est pas fait tous berner? Mais à attendre ce que Kagame prétend, donc Fayulu et ceux qui rejettent l'accord de Washington en disant que c'est un piège tendu à Félix Tshisekedi ont fort bien tort. Si cet accord ne satisfait pas Kagame, donc on a moins de chances d'être perdant. Écoutons le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, qui confirme que Paul Kagame joue sa dernière carte. 23 et les forces rwandaises ont pris la ville la semaine dernière en violation de l'accord de paix négocié par les États-Unis entre la RDC et le Rwanda. La pression exercée était plus forte que d'habitude. Les autorités américaines ont déclaré que le Rwanda avait été profondément impliqué dans l'escalade et ont affirmé que toutes les options restaient sur la table pour faire respecter l'accord de paix. L'AFC M23, dans son communiqué, a dit qu'il se retirerait d'Uvira pour faciliter les pourparlers. L'état actuel, comme je vous disais tout à l'heure, nous ne pouvons même pas regarder cette question dans le fond parce que je vous ai dit que nous avons des cadres. Nous avons Doha, nous avons Washington. Et évidemment, ce n'est pas une initiative unilatérale qui est prise pour les besoins de protéger le père des mesures attendues de Washington qui va nous faire flancher. Il est hors des questions de penser que les M23 étaient en droit de violer avec le Rwanda, évidemment, ce qui a été convenu à Washington, ce qui a été convenu à Doha, en lançant cette offensive généralisée. Je rappelle que ce n'est pas simplement sur Uvira que les affrontements se font, il y a sur d'autres axes, à Mwenga et d'autres parties dans les Nord Kivu, où les forces rwandaises sont particulièrement engagées, ils sont contenus par les forces armées de la République démocratique du Congo. Ceci est une preuve supplémentaire que le président rwandais, en réalité, ne croit pas justement à la paix. Il pense pouvoir continuer son processus de pillage de nos ressources parce que la paix qui a été faite à Washington, les accords qui ont été signés, c'est des accords qui vont permettre à cette région d'éclore définitivement, de sortir de cycle de violence. Et c'est par la violence que les présidents rwandais pensent qu'ils peuvent continuer à pérenniser ces activités néfastes dans cette partie de notre pays. Alors Patrick Muyaya, qu'est-ce que vous attendez vous aujourd'hui? Qu'est-ce que la RDC attend aujourd'hui de ce processus de paix en tenant compte de ce qui se passe sur le terrain? Il y a le droit international qui doit se faire respecter. N'oubliez pas qu'il y a eu un dernier débat récemment au Conseil de sécurité, vous avez suivi. Il y a la résolution 2773. Il y a évidemment l'accord qui a été signé à Washington et il y a des progrès que nous avons connus à Doha et qui fixent les cadres de nos attentes. Il est impérieux de rappeler
que la situation humanitaire est particulièrement catastrophique et les agissements du Rwanda ne vont que dans ce sens-là. Pour nous, comme je le disais tout à l'heure, il faut un retrait de toutes les parties du territoire qui sont occupées par l'armée rwandaise. C'est cela le bien fondé de l'accord, parce que nous avons dit il faut la paix, il faut la sécurité, et puis nous allons aller vers l'économie. Et dans les cas de discussion de Doha, nous avons montré notre disponibilité. Nous nous sommes accordés sur 2 mécanismes. Il en reste 6. Il y a des discussions qui ont prévu de reprendre, mais dans ces conditions, avec des agissements de ce type, il faut bien se poser la question sur les motivations réelles du Rwanda et du M23, y compris quand ils se rendent à Doha ou à Washington. Il est évident que c'est pas la paix qu'ils souhaitent. Alors, et la communauté internationale devrait tirer les conséquences, notamment en prenant des mesures de sanctions de manière claire qui pourront contraindre le Rwanda à respecter sa part dans l'accord convenu à Washington. Alors, vous parliez de la situation humanitaire. Quelle est la situation aujourd'hui humanitaire à Uvira et dans les environs, sachant qu'il y a de plus en plus de populations qui fuient les combats, qui se réfugient aussi bien au Rwanda voisin que côté burundais. Quelles sont vos informations sur cette situation humanitaire ? C'est bien celle-là la question principale qui nous préoccupe. Aujourd'hui, nous sommes à un minimum de 200 000 personnes réfugiées. Et pour la seule journée du mercredi ou du jeudi, il y en avait 22 000 ou 35 000 qui ont traversé à Goma. La question a fait l'objet du Conseil de ministres vendredi dernier. Et tout à l'heure, la première ministre m'a informé qu'il y a une délégation qui est partie au Burundi et une autre qui arrivera en Tanzanie pour évaluer tous les besoins et les apporter. Vous avez suivi les déclarations notamment faites par les opérateurs humanitaires qui sont sur place. La situation, elle est catastrophique. Nous allons faire notre part, nous assurer que nous apportons des abris, nous assurons que nos compatriotes sont bien pris en charge là où ils sont. Mais je pense qu'ici, il y a besoin d'une plus grande mobilisation internationale en faveur de ces compatriotes, mais aussi pour le retour de la sécurité, parce que la meilleure offre que nous pouvons faire aux populations déplacées, c'est d'avoir la possibilité de retourner chez eux avec, évidemment, la paix et la sécurité restaurées. Et ce n'est pas ceux qui gouvernent par crime qui peuvent le garantir. Donc, il faut un départ du M23 et de son père, le Rwanda, de notre sol. Alors, très rapidement, Patrick Mouyaya, est-ce que cet accord de Washington est viable aujourd'hui ? L'accord est pleinement viable. Nous avions dit dès le départ que nous croyons à la médiation américaine. Nous connaissons l'attitude du président Kagame. Ça fait bien longtemps qu'il n'a pas l'habitude de respecter les accords. Nous espérons cette fois-ci, parce que vous aviez suivi les mots du président Trump et l'engagement américain qui a été parfaitement clair. Ceci constitue la preuve qu'en étant à Washington, nous avons, au gouvernement de la République démocratique du Congo, traité les sujets avec la délicatesse qu'il fallait. Et ces agissements du président Kagame traduisent justement, c'est lui qui pense que en promouvant la paix, en respectant les accords, il ne pourra plus faire prospérer son économie ni ses activités qui se nourrissent des drames dans l'Est de la République démocratique du Congo. Merci beaucoup Patrick Mouyaya, ministre de la Communication de la République démocratique du Congo. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Avec 85 000 déplacés réfugiés en direction du Burundi, Kagame ne favorise pas le retour imminent de la paix dans les régions des Grands Lacs. Ce qu'il faut savoir, c'est que les États-Unis n'ont pas véritablement fait pression sur l'AFC M23, mais plutôt sur le Rwanda, comme le Rwanda est le principal soutien donc de l'AFC M23. Il y a la question d'abord des sanctions, les sanctions qui peuvent toucher plusieurs personnalités politiques et militaires de Kigali, ce qui pourrait handicaper quand même fortement, on va dire, la machine sécuritaire et la machine politique de Kigali. Par ailleurs aussi, il y a quand même un autre argument, un autre type de pression que les États-Unis auraient pu exercer, c'est la question de la relation stratégique qu'entretient donc les États-Unis avec le Rwanda. Les États-Unis interviennent dans beaucoup de secteurs, en sachant bien que plusieurs entreprises américaines sont établies au Rwanda. On voit bien que cette relation privilégiée, le Rwanda y tient énormément, et que si on mettait fin à cette relation, cela handicaperait sérieusement la position de Kigali, non seulement sur la scène régionale, mais aussi sur la scène continentale.
Alors il y a plusieurs conditions posées sur la table. Bob Kabamba, démilitarisation de la ville d'Ouvira, protection des civils et des infrastructures, contrôle du cessez-le-feu notamment par le déploiement d'une force neutre. Est-ce réalisable? Oui. La mise en œuvre de ces conditionnalités me paraissent véritablement difficiles, voire impossibles. Oui. Par exemple, le cas de le déploiement donc d'une force neutre, quand on connaît un peu le système au niveau international, il faudrait qu'il y ait des pays qui soient aptes à pouvoir envoyer des militaires, il faut qu'il y ait un financement, il faut qu'il y ait des équipements, il faut qu'il y ait un mandat clair de cette force. Et lorsque l'on parle aussi de l'implication de la démilitarisation donc d'Ouvira, là aussi ça me paraît difficile du fait que on a eu pendant tout un temps la prolifération des armes dans toute cette zone, notamment avec les Wazalendo et d'autres groupes. Affaire à suivre. Passons à notre deuxième dossier. L'ancien chef de guerre congolais Roger Lumbala, condamné à 30 ans de réclusion criminelle à Paris pour complicité de crimes contre l'humanité. L'accusé a été reconnu coupable par la Cour d'assises de Paris lundi 15 décembre 2025 d'actes commis en 2002 et 2003 alors qu'il était à la tête d'un groupe rebelle dans l'est de la République démocratique du Congo. C'est la première fois qu'une cour nationale étrangère juge un ancien chef de guerre congolais pour des faits commis dans cette région. Il a été condamné lundi 15 décembre à 30 ans de réclusion criminelle, jugé en vertu de la compétence universelle, un principe qui permet à un État de faire comparaître les auteurs de crimes graves, quel que soit le lieu où il était commis. Roger Lumbala, 67 ans, a été reconnu coupable de complicité de crimes contre l'humanité au terme d'un délibéré d'environ 8 heures. C'est la première fois qu'un homme est condamné par une cour nationale étrangère pour des faits commis dans l'est de la République démocratique du Congo, RDC. Avant lui, 3 chefs de guerre, Thomas Lubanga, Germain Katanga et Bosco Tanganda, avaient été condamnés. Rappelant qu'il avait sollicité une clarification de Constant Ndima, qui était chef des troupes alors qu'il ne dirigeait rien. Dans l'affaire Roger Lumbala, le nom de Constant Ndima est cité comme acteur présumé dans le dispositif ayant permis l'exécution de crimes commis en Ituri, RDC, au début des années 2000, pour lesquels Roger Lumbala a été jugé et condamné en France. Le rôle et la responsabilité attribués à Constant Ndima seraient les éléments évoqués dans le dossier judiciaire et les enquêtes médiatiques. Les cadres ou proches collaborateurs de Roger Lumbala à l'époque des faits, Constant Ndima est présenté comme un relais opérationnel sur le terrain. Il aurait participé à la coordination ou à l'encadrement de groupes armés impliqués dans des exactions contre des civils, meurtres, violences graves. Son nom apparaît dans des témoignages faisant état de sa présence ou implication indirecte dans certaines opérations militaires attribuées au mouvement de Lumbala. Ici, dans l'affaire Roger Lumbala, il est difficile de parler d'association de malfaiteurs car l'accord avec plusieurs personnes n'est pas prouvé, selon ce que dit la loi. La peine a été qualifiée d'historique par les organisations de défense de droits humains car elle applique la compétence universelle, juger des crimes graves, même si elles ont été commis à l'étranger. Les faits reprochés incluent des actes tels que la torture, exécution sommaire, viol, travail forcé et pillage,
commis par les forces qu'il dirigeait. C'est dans le souci de sensibiliser sur la problématique violence basée sur le genre que la Fondation Kiongozi Watamani, dirigée par Suzanne Tahiri, a organisé un atelier débattant sur le sujet VBG sur toutes ses formes dans le milieu académique. La base des violences commence par la détermination des tâches. Pour une fille, c'est seulement le ménage, et pour un homme, des choses techniques ou mécaniques, avant de préciser les types de violences classifiées en famille. Je ne dis pas qu'il faut se bagarrer, hein. Je ne le dis pas. Mais quand même, quand vous êtes dans un taxi-bus et que vous, même si ce n'est pas toi qu'on a insulté, vous entendez des gens se proférer des insultes en public, rien que votre présence, vous devez au moins vous indigner. Monsieur, pourquoi? Est-ce qu'on a besoin de ça? Est-ce qu'on a besoin de ça? Vous ne pouvez pas régler ces problèmes autrement. En fait, dans ces domaines-là, sachez que chacun de nous a un rôle à jouer. Tu es dans une famille, vous appelez dans 122, que tu sois à Orange, Vodacom, ou à Frixel, ou quoi, la ligne là, elle est gratuite. Seulement, vous pouvez essayer 2-3 fois, ça ne marche pas parce que c'est une ligne qui est très sollicitée. Nous sommes en train d'écrire un rapport annuel. Cette ligne a connu plus de 19 000 appels cette année. Plus de 19 000 appels. Et les appels sont diversifiés. C'est appel pour avoir l'information, appel pour avoir l'orientation, appel pour dénoncer, appel. Donc, ça, c'est des mécanismes qui existent. Ce qui est intéressant, c'est que c'est anonyme. C'est-à-dire que quand on met un mécanisme, on n'expose pas celui qui dénonce. C'est anonyme. Au niveau de notre organisation, j'ai fait partie de 3 personnes qui sont des personnes à qui on notifie les cas de harcèlement. Nous sommes tenus à garder les secrets. L'organisation est tenue à protéger celui qui a dénoncé. Et puisque ce n'est pas facile, hein, ce n'est pas parce que tu as dénoncé directement on va punir quelqu'un. Non. Parce qu'on a déjà assisté aussi à des dénonciations qui sont fantaisistes. Je te veux, tu m'as, je dénonce, je dis, il m'a harcelé. Alors, dès que tu as dénoncé, on déclenche, on a un bureau qui est chargé de mener les enquêtes. Si je dis que l'enseignant m'a harcelé, je dénonce. L'enseignant ne sait pas que c'est moi, c'est l'équipe-là qui le sait. Et l'équipe-là dénonce, met en place un mécanisme pour maintenant rassembler les informations. Les informations, ça peut venir des autres amis autour. Les informations, ça peut venir de ceux qui ont observé. La base de violence commence par la détermination des tâches, les violences physiques, des coups et blessures peuvent conduire à la mort. Le viol, selon la loi, où la fille ou le garçon doit être majeur avec consentement, les attouchements, le harcèlement sexuel, les violences psychologiques, les injures en public, violences économiques, ne pas subvenir à fournir les ressources financières à sa famille en tant que père, les valeurs ethniques sont des valeurs que nous retrouvons dans nos tribus. L'exclusion est aussi une forme de violence néfaste. Le sexe, le viol est utilisé dans plusieurs cas comme arme de guerre.
Pourquoi avoir choisi ce thème, cause des inégalités de genre? L'expert ONU Femmes, M. G. Mundibi Kaboy, nous l'explique. Pourquoi avoir choisi ce thème, cause de l'inégalité, violence? Pourquoi avoir choisi ce thème? Pourquoi avoir exploité ce thème? Bon, la question doit être posée aux organisateurs. Nous avons été invités par les organisateurs pour parler des violences basées sur le genre, des généralités sur les violences basées sur le genre et la contextualisation en RDC. Et ça cadre bien avec la campagne de 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes que nous venons de clôturer le 10 décembre. Et avoir un sujet comme ça dans un milieu universitaire, c'est quelque chose de super important. Il est important effectivement que dans notre milieu, tout le monde puisse s'investir pour lutter contre les violences faites aux femmes et aux filles, pour créer un environnement protecteur, un environnement favorable aux droits des femmes. Puis vous avez parlé qui enveloppent tout violences basées sur le genre, qui enveloppent aussi les violences sexuelles. Mais ne trouvez-vous pas qu'il faut associer l'homme aux violences pour que les femmes aussi soient délaissées de cela? Il faut associer l'homme, vous pensez-vous pas? Oui, c'est très important d'avoir des hommes qui défendent et qui promeuvent le droit des femmes. C'est dans ce cadre que je disais tout à l'heure que le pays s'est doté d'une stratégie nationale de promotion de la masculinité. Nous posons cette question parce que souvent on laisse cette charge aux femmes seulement de communiquer. Est-ce que vous ne pensez pas que la communication aussi doit passer aussi par les hommes? Dans nos interventions sur le terrain, nous ne pouvons pas ignorer l'homme. Il joue un rôle important. Entre guillemets, il est considéré comme étant auteur des violences, mais comme on le sait, ils sont nombreux des hommes qui sont défenseurs des droits des femmes. Et donc on s'appuie sur les hommes et les garçons pour défendre et promouvoir les droits des femmes. C'est très important et comme approche, c'est une approche très très importante. Enlèvement par la garde républicaine ou interpellation musclée justifiée quand on sait que tout accusé a droit à un juge naturel et ces conditions doivent respecter le droit à l'innocence. Pour le cas d'Emmanuel Chadari, c'est dans la nuit du mardi 16 décembre 2025 que le secrétaire permanent du PPRD a été arrêté à son domicile à Kinshasa, dans le quartier de la Gombe, aux environs de 3h à 4h du matin. L'opération a été menée par un important groupe d'hommes armés, dont beaucoup en uniforme militaire, notamment des éléments de la garde républicaine, ainsi que des agents en civil. Ils ont pénétré son domicile, brisé l'entrée et l'ont emmené sans mandat visible vers une destination inconnue. Militaris. Selon son épouse, il était environ une quarantaine. Ils étaient environ une quarantaine avec plusieurs jeeps et un bus. Ezangai honorable Wivine Ramazani Shadar. Vraiment makambo namoni
nano ekomela ngai te. Ezalaki na 3h40 du matin, bajier na bato mosusu bazalaki na tenue civile bakoteli nga na ndako moins 40 personnes. Babandi na chambre ya jeune garçon na ngai, batraumatize ye, batie maminduki akende kolakisa place papa na ye azali. Bakomi pe bazwi papa, bakoti ti na chambre, bake bazwi papa, bakiti ne na se. Bazwi na bone na ngai, bazwi 3 policiers na chauffeur moko. Nga na lobi boke na ye wapi oyo. O te toyeka kozwa ye. Siko bokozwa ye boke nene wapi oyo. O te toke kaka tokozonga na ye. Ye aza mutu munene toke na ye kaka. Ngabi mutu munene bozwa ye oyo. Boye ata na convocation te, boye ata papier moko na tuni bino eza te. Bokozwa kaka mutu boke na ye ba place boke na ye te. Boye bisanga place boke na ye. Vraiment na insister me mutu moko te ayokeli ngai. Nga na lobi sirse aza pe souffrant, nazwi ba kisi na ye, nazwi mai, na kende nala na nga bito kende kasi biso nyonso, nga na kopesa ye ba kisi na ye. Na komi na mutuka ba matisi papa na mutuka bakangi porte bazalaki si jipe na bisi moko ya pembe. Nga na lingina na mata na mutuka baboyi batindiki ngai tina se. Bango bakei nga na tikali ti sikoyo ekomi 10h. Nano na moni mobile na ngate na yebi pe place azate. Nde nazoloba boye nga nazokende na ANR na état major général na présidence na kokoma demiape na kokoma bala kisanga place batie Shadari bala kisanga place batie mobile na ngai Shadari aza politicien non armé mais aza politicien opposant. Vraiment na regretter mingi na gouvernement oyo toza biso nyonso bana ya Congo. Soki Shadari azalaka na problème na gouvernement oyo nde abimaki mais aza awa bo interdire ye abimate azalaka na ye awa soki alingi koloba lobby en tant que opposant politique. Ye aza opposant armé te aza opposant politique. Alobaka soki alingi koloba alobi mais lelo boye kozwa ye na sens nini na cause nini toyebi place mutu aza te. Vraiment bola kisanga place mobile na ngazali. Et ça ne s'est pas arrêté là. Direction ambassade des États-Unis pour la marche protestataire et se faire écouter par les puissants de ce monde. Plusieurs voix politiques, autant pour Martin Fayulu, ont fustigé cette manière à ne pas respecter le droit des opposants. À 2 jours du début de l'envoi de la compétition CAN Maroc 2025, on connaît déjà l'effectif sélectionné qui va mouiller maillot pour le trophée championnat d'Afrique des Nations au Maroc. Pour la République démocratique du Congo qui débutera son match le 23 décembre 2025 face au Bénin, toutes les chances sont attribuées de leur côté car les léopards veulent faire
bonne figure parce que la qualification au mondial les attend. Au total, pour la CAN, qui sera le miroir pour les autres qualifications, 26 joueurs congolais de la RDC sont attendus. Les prénommés, nous citons comme portier pour le gardien, nous citons Théo Fayoulou du FC Noah en Arménie, Lionel Passy, Le Havre en France, Mathieu Epolo, Standard Liège de la Belgique, comme joueur défensif de la RDC, Aaron Van Bissaka, joueur de West Ham United en Angleterre, de Gédéon Kaloulou, joueur d'Aris Limassol en Chypre, Arthur Maswaku, joueur de Sunderland en Angleterre, Joris Kayembe, KRC Genk de la Belgique, Rocky Bouchiri, Hibernian Fessé de l'Écosse, Axel Touanzebe, joueur de Burlaigne en Angleterre, Chancel Mbemba, joueur de Lille en France, Steve Kapwadi, Legia de Varsovie en Pologne, en milieu du terrain. Nous avons Noël Sadiki de Sunderland, joueur d'Angleterre, de Edo Kayembe, joueur de Watford en Angleterre, Charles Piquel, Espagnol, Barcelone en Espagne, Samuel Moutoussamy, joueur de Altromitos en Grèce, Ngalayel Moukaou, Lille en France, Mario Stroikes, joueur d'Anderlecht en Belgique, Théo Bongonda, joueur de Spartak Moscou en Russie, Michel Ange Billy Kouicha, joueur de Celtic
En Écosse, Nathanaël Mboukou, joueur de Montpellier. En France, Brian Chipenga, joueur de Castellan. En Espagne, et attaquant, nous avons Simon Banza, joueur de Al Jazeera en Émirats Arabes Unis. Fiston Maele, joueur de Pyramide Fessé en Égypte. Meshak Elia, joueur de Alanya-Sport en Turquie. Samuel Essende, joueur de Augsbourg en Allemagne. Cédric Bakambu, joueur de Real Betis en Espagne. A préciser que Yohan Wissa de Newcastle, attaquant qualifié, ne fait pas partie de la sélection en raison d'une blessure au genou. La République démocratique du Congo est dans le groupe D avec le Bénin, le Botswana et le Sénégal. Toutefois, pour le reste, la RDC a remis Van Bissaka, malgré que le Nigeria revendique la victoire de la dernière rencontre, argumentant que ce dernier a une double nationalité, celle d'anglaise, tout en sachant bien même que, dans leurs propres équipes, plusieurs joueurs se retrouvent dans le même cas. La CAN reste un miroir perspectif pour l'équipe nationale RDC, les tactiques, les techniques et formes de joueurs, bonne expérience continuelle, bonne chance pour les acteurs du trophée. Allez les léopards, nous attendons le trophée. JBVL News met son point final pour cette édition du 18 décembre. Encore merci pour votre attention. Abonnez-vous massivement sur YouTube, TikTok, Yannick Mobé, Facebook, GBVL TV. Chaque jour, des nouveaux abonnés. Vous nous démontrez votre satisfaction et à nous de ne pas vous décevoir. Allez, portez-vous bien chez vous. Bonne semaine. GBVL proche de l'actualité grandissante. GBVL, on est là. GBVL, rendez-vous, respect.